plaisir d'accueillir Marina Serretti pour inaugurer cette série de conférences. Marina Serretti est maîtresse de conférences en philosophie de l'art à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et elle était pour nous une invitée de choix, puisqu'elle a une double compétence ou un double intérêt, à la fois pour l'histoire de l'art et pour la philosophie. Et aussi parce que tes réflexions sur la Renaissance, mais aussi sur des époques beaucoup plus contemporaines, tu travailles aussi notamment sur l'art brut, hein, donc il y avait cette envie aussi de ta part d'être à la fois sur une esthétique Renaissance et en même temps sur des champs beaucoup plus contemporains, faisait que tu comprenais naturellement la question qui consiste à explorer le registre du moderne avant l'émergence de la modernité en art, c'est-à-dire des Lévi de Vasari. Merci Audrey. Je remercie François Moreau, Ray Reber et Baptiste Tochon-Normandie de m'avoir invité, convié pour ces belles journées. Et malheureusement, je ne vous parlerai pas d'art brut ni du buffet, mais peut-être on aura l'occasion d'en discuter par la suite lors des journées. Et je commence sans trop tarder. Voilà. Donc, mon exposé va porter essentiellement sur, disons, Lévi de Vasari. Enfin, ça va porter sur un texte de Vasari et je vais m'en expliquer dès à présent. Lorsqu'au milieu du XVIe siècle, Vasari entreprend d'écrire les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, il désigne du nom de maniera moderna non seulement le stade historique ultime du développement artistique amorcé à partir de Cimabue, Giotto, mais aussi une catégorie stylistique que l'on traduit généralement par style moderne et qui coïncide selon lui avec la perfection de l'art. L'expression condense un double jugement de valeur. Ces deux aspects, historiques et stylistiques, sont éminemment liés puisque la perfection de l'art correspond dans l'esprit de Vasari et de ses contemporains à une sorte de contemporanéité faite d'imitation et de rivalité avec les meilleurs artistes de l'Antiquité. La maniera moderna restaure et dépasse à la fois la maniera antica. Ainsi, Raphaël est-il appelé un nouveau Zeuxis, et Titien plus tard un nouvel Apelle. Ainsi, Michel-Ange, héros absolu de la geste vasarienne, surpasse à lui seul les artistes de tous les temps et la nature elle-même. À mains égards, donc, la notion de maniera moderna paraît saturée de sens et de valeur. De prime abord, pourtant, cette saturation n'a d'égal que son indétermination. La définition qu'en donne Vasari, dans sa préface à la troisième partie des Vitae, se signale en effet par son caractère paradoxal et aporétique. Ce qui fait la qualité moderne du style aurait partie liée, selon ces termes, avec une forme de liberté qu'il nomme licenza nella regola, littéralement licence dans la règle. Cette liberté s'exprime de deux manières. Du côté du public, par l'effet de fascination qu'elle produit sur le spectateur, un spectateur émerveillé par le sentiment de vie qui se dégage de l'œuvre. Du côté de l'artiste, par une forme d'aisance, de facilité, Vasari parle de spirito di prontezza, esprit de vivacité, on pourrait traduire, qui faisait défaut aux vecchi moderni, comme il les nomme également, les vecchi moderni, les vieux ou les anciens modernes, qui correspondraient au prodrome de la modernité. En partant du texte de fondateur de Vasari, donc, je tenterai donc d'éclaircir la notion de maniera moderne en examinant le nouage qu'elle opère entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur. Je commencerai donc par interroger la notion, l'expression de licenza nella regola, je vais venir en détail sur cette notion, pour m'intéresser ensuite aux signes par lesquels cette licence se fait reconnaître, donc la fascination du spectateur, puis cette aisance qui caractérise l'artiste. Étant entendu que ces différents éléments, donc licence, fascination, aisance ou facilité, comme on voit traduire aussi chez Vasari, ne cessent à l'époque de s'entrelacer dans le jeu discursif de la modernité. Dans son texte, donc, Vasari décrit la perfection des œuvres modernes en termes de rupture. Cette perfection vient à la fois répondre à un manque et produire un supplément. Elle interrompt le fil continu du progrès
qui toujours selon Vasari caractérisait jusqu'alors la peinture, la sculpture et l'architecture. Par ce saut, les œuvres modernes comblent une insuffisance propre à l'époque précédente et rendent du même coup inopérant le recours aux notions de règles, d'ordre, de proportion, de dessin et de beau style qui articulaient jusqu'alors le discours théorique. La manière moderne se dessine donc en creux dans les imperfections propres aux œuvres de la seconde époque, comme il l'appelle. Je cite. Dans la règle manquait encore une certaine liberté, qui, sans faire partie de la règle, s'accorde avec elle et puisse s'y maintenir sans engendrer de confusion, ni ruiner l'ordre. Dans ce passage, Vasari généralise la notion de règle, il opère la synthèse subreptice des critères qui permettaient jusqu'alors d'évaluer le progrès artistique, donc 5 critères, parmi lesquels figurait la notion de règle, mais prise en un sens plus spécifique, celle au sens de plan architectural tiré d'un modèle antique. Venait ensuite l'ordre, dont Vasari souligne également le sens architectural, on parle d'ordre dorique, corinthien, etc., donc qui est lié à la notion de convenance, puis les proportions, ou la mesure, qui sont des notions liées à celle d'harmonie, de symétria, le dessin également, au double sens conceptuel et manuel de disegno, lié aux capacités de transposition d'un espace tridimensionnel sur une surface, donc à l'art de la perspective, et enfin le beau style, bella manière, qui correspond aux capacités de synthèse correctrice, de sélection, d'agencement des belles formes, déjà mise en évidence par Cicéron dans son étude de la légendaire peinture d'Hélène par Zeuxis à Crotone. De manière implicite donc, Vasari passe d'une liste de critères spécifiques, mais d'emblée donnés pour insuffisants, à la notion plus générique, mais plastique et féconde, de licence dans la règle. C'est-à-dire à l'idée d'une règle générale travaillée de l'intérieur par son propre dépassement. Cette licence n'est pas dictée par la règle, mais elle ne la transgresse pas, à proprement parler non plus. Son inclusion concerne l'extension de la règle, laquelle vaut, comme l'expliquait déjà Aristote, en prenant l'exemple de la règle de plomb des constructeurs de Lesbos, dans son application toujours souple au cas particulier. La liberté de l'artiste accomplit la règle, au sens où cet accomplissement suppose une forme d'attention, d'adaptation à la diversité du sensible. La liberté propre aux œuvres modernes n'a rien donc d'une confusion maladroite ou d'une transgression volontaire. Elle s'apparente davantage à une interprétation, sollicitant le jugement comme capacité de lier le général au particulier. Vasari évoque tour à tour la richesse d'invention, le souci du détail, la rectitude du jugement, la grâce qui excède la mesure et, magnifique expression, cette facilité faite de grâce et de délicatesse qui apparaît entre le vu et le non-vu et que l'on retrouve dans la chair vivante. Donc, formule saisissante, si la procédure par laquelle la règle se transcende elle-même demeure en tant que telle insaisissable, c'est parce qu'elle joue, selon Vasari, à la charnière du visible et de l'invisible, à la jointure de l'âme et du corps, dans ce seuil de la représentation où l'imitation se fait présence, où les mouvements du corps expriment ceux de l'âme. Raison pour laquelle Vasari s'attache davantage aux effets, aux marques indicielles de cette licence artistique, plutôt qu'à cette définition. D'un mot, c'est au sentiment de vie que se reconnaîtrait la modernité d'une œuvre. Ce qu'Alberti, dans son De Pictura, nomme parer vivo, traduit par semblant ou sentiment de vie, est précisément ce qui manque aux prouesses accomplies par les maîtres de la seconde époque, tels Mantegna ou Verrocchio, dont les figures, quoique techniquement irréprochables, possèdent, selon Vasari, c'est une expression de lui, une âpreté d'écorché. Il leur manque ce presque rien qui fait tout le charme d'une œuvre, son pouvoir d'enchantement, d'illusion. Ici encore, le temps joue un rôle essentiel, car le processus historique possède, selon Vasari, un tempo, une cadence propre qu'il est impossible d'accélérer. Assimilation et maturation sont nécessaires au dépassement interne de la règle, qui, de contrainte extérieure, devient alors seconde nature. Dans un premier temps, je cite,
l'étude dessèche le style. Mais une fois la règle assimilée, les lenteurs propres à l'apprentissage cèdent sous l'élan soudain d'une force qui paraît facile, simple, spontanée. Et c'est à ce point du raisonnement que Vasari évoque l'esprit de vivacité, spirito di sens, comme traduit Chastel, qui anime les œuvres d'art modernes. Cette douceur dans le fondu des couleurs, ce mouvement et ce souffle qui animent les figures de Léonard, ou cette expression du vrai même, ce sentiment du vrai qui surgit des compositions de Raphaël. Si le processus temporel qui mène à la manière moderne ne peut être accéléré, la modernité elle-même se signale en revanche, selon Vasari toujours, par une accélération de la cadence productrice ou créatrice. Je cite, c'est un morceau très optimiste de Vasari, « La peinture a été portée aujourd'hui à un tel degré de perfection et de facilité que celui qui possède dessin, invention et sens de la couleur peut faire 6 tableaux en un an, alors qu'il fallait aux anciens maîtres 6 ans pour en faire un seul. Ce dont fait foi mon expérience de connaisseur et d'auteur, et on en voit terminé et accompli en bien plus grand nombre que n'en faisaient les bons maîtres passés. » Dans ce changement de rythme, Vasari pointe 2 moments distincts, mais causalement liés l'un à l'autre. Je ne vous lis pas le premier, mais je vais vous lire le second. Donc, premier moment, la découverte archéologique des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Le Laocoon, l'Hercule, le torse du Belvédère, la Vénus de Cnide, l'Ariane, autrefois appelée Cléopâtre, du Vatican, etc. Puis, sous l'effet d'émulation que suscite cette découverte archéologique, la production d'autant de chefs-d'œuvre surpassant leurs modèles antiques, à commencer par ceux de Francesco Francia et du Pérugin, prodrome de la manière moderne qui conclut la seconde époque. À cette vue, dit Vasari, donc à la vue des œuvres de ces 2 artistes, le public comme fou accourut vers cette beauté nouvelle et plus vivante. Convaincu qu'il serait à tout jamais impossible de faire mieux, il se trompait. Et l'œuvre de Léonard de Vinci le prouva clairement. C'est lui qui inaugura ce 3e style que nous proposons d'appeler moderne. Dans le récit vasarien, la découverte archéologique et la nouveauté moderne procèdent par éblouissements successifs, dans une logique de surenchère où l'éclat des œuvres se marque par un surcroît de vie. 2 scènes de fascination se répondent, à la stupeur des artistes saisis par le défi que leur lancent les maîtres du passé, répond l'émerveillement des spectateurs du XVIe siècle, affolés par l'impression de vie qui se dégage des œuvres modernes, ainsi rénovées, perfectionnées par l'exemple antique et qui entendent rivaliser avec eux. Très tôt, la célébrissime Joconde apparaît ainsi comme un modèle exemplaire de ce pouvoir de fascination que l'œuvre moderne est capable d'exercer sur le spectateur. Alors, voici la description qu'en donne Vasari, dans la vie de Léonard cette fois-ci. Ses yeux limpides avaient l'éclat de la vie, cernés de nuances rougeâtres et plombées. Ils étaient bordés de cils dont le rendu suppose la plus grande délicatesse. Le modelé de la bouche, avec le passage fondu du rouge des lèvres à l'incarnat du visage, n'était pas fait de couleur mais de chair. Au creux de la gorge, le spectateur attentif saisissait le battement des veines. Il faut reconnaître que l'exécution de ce tableau est à faire trembler de crainte le plus vigoureux des artistes, quel qu'il soit. On le tenait pour une merveille, car il était la vie même. Dans une œuvre de jeunesse, je remonte un peu plus haut dans la vie de Léonard, écrite par Vasari, dans une œuvre de jeunesse représentant, je cite, un petit monstre horrible en train de sortir de la fente d'un rocher sombre, Léonard était déjà parvenu, selon Vasari, à produire, on a perdu cette œuvre, à produire un effet de vie si stupéfiant que son père, en découvrant la toile dans la pièce obscure où l'avait placée Léonard, aurait aussitôt reculé, effrayé, sous l'effet du choc. C'est ce qu'on attend d'une œuvre d'art, lui aurait déclaré Léonard. Mais là où la peinture de jeunesse demande à renforcer l'ombre par une mise en scène théâtrale, la peinture de la Joconde, quel qu'en soit le dispositif d'exposition, parvient à produire par elle-même, par elle seule, ces ombres douces et voilées, c'est une expression de Léonard,
qui donne l'impression d'être la vie même. Mieux, comme le souligne John Sherman dans Only Connect, le genre du portrait, ici renouvelé par Léonard, engage directement le spectateur. Les œuvres modernes, et tout particulièrement les portraits, se caractérisent par cette dimension relationnelle, quasi intersubjective, que Sherman nomme transitivité. Ainsi, dans le cas de la Joconde, entre en jeu non seulement la technique du chiaroscuro, mais l'invention du sourire adressé au spectateur. C'est comme si elle était surprise et qu'elle nous souriait. Sherman écrit « La fiction picturale selon laquelle Mona Lisa réagit en souriant à notre présence. » Et elle se tourne vers nous. Dans son traité de peinture, Léonard thématise l'efficience du portrait en recourant au topos littéraire de l'inamoramento, du coup de foudre amoureux. Plus généralement, il propose, donc Léonard, une théorie de l'expression picturale fondée sur l'empathie du spectateur, et tout en s'emparant d'un topos littéraire, il entend démontrer la supériorité de la peinture sur la poésie. Donc on rentre ici dans le cadre du Paragone. Rivalité entre les arts. Je cite. Et si le poète dit qu'il enflamme les hommes à l'amour, ce qui est une chose capitale chez tous les êtres animés, le peintre a la puissance de faire de même. Et d'autant mieux qu'il met devant l'amant la propre image de l'aimé. Et souvent, l'amant embrasse cette image et lui parle, ce qu'il ne ferait pas avec les mêmes beautés représentées par l'écrivain. Mieux encore, le peintre contraint les esprits des hommes à tomber amoureux et à aimer une peinture qui ne représente aucune femme vivante. La figure de Pygmalion, couvrant de présents et de baisers sa maîtresse de marbre, apparaît ici en filigrane. Mais pour Léonard, à la différence d'Ovide, c'est le rapport que le spectateur ordinaire noue avec la peinture qui se trouve investi par cette magie de l'image. Sherman emboîte en quelque sorte le pas à Léonard lorsqu'il affirme, contre les reproches qui lui sont faits par Gombrich, que cette relation n'est pas seulement d'ordre poétique, pas seulement un jeu littéraire, mais elle constitue avant tout un jeu vécu. Une pratique qui est cultivée, certes, mais non moins intense, une forme d'illusion volontaire à laquelle se prête activement, toujours plus activement, le spectateur que Sherman nomme engagé, spectateur engagé. De manière analogue, l'historienne Rona Goffen souligne le fait que, je la cite, le Paragone était bien plus qu'une théorie pour Léonard et ses contemporains, c'était la vraie vie, it was real life, une vie de compétition avec les autres maîtres. Il en va de même du sonnet que Baldassare et Castiglione écrit sur son portrait par Raphaël, un portrait peint par Raphaël, et qui se présente comme une lettre que sa femme lui écrit alors qu'il se trouve en mission loin de son foyer, une pseudo-lettre. Le poème de Castiglione, pseudo-lettre qui porte à son comble la valeur mémoriale de l'art selon Alberti. Je vous cite ce poème traduit ici par Pommier. « Seule l'image peinte de la main de Raphaël me rappelle votre visage et soulage mes peines. J'en fais mon enchantement, je lui souris, je joue avec elle, je lui parle comme si elle pouvait répliquer. Il me semble qu'elle me fait signe et m'approuve, qu'elle me répond avec tes propres paroles. Ton fils te reconnaît et salue son père en balbutiant. Je me console ainsi et je passe les jours. » Comme certains poèmes amoureux, insérés dans le cadre des tableaux qu'ils accompagnaient, celui de Castiglione, donc écrit pour son portrait peint par Raphaël, semble avoir été conçu non seulement pour louer le génie de Raphaël, mais aussi pour accompagner, nourrir en quelque sorte la contemplation du portrait par sa famille et par ses proches. Le poème, et plus encore la transitivité picturale qu'il suppose, nous entraîne ainsi, comme l'écrit Pommier, aux confins du réel et de l'illusion jusqu'à un état de confusion, où le spectateur ne sait plus s'il est en face de la personne ou de son image. Pareillement, la pointe va aller encore plus loin ici, lorsque Pietro Bembo, autre grand poète et écrivain de la Renaissance, écrit que son ami Tebaldeo lui-même ne se ressemble pas autant que son portrait, peint par Raphaël, ne lui ressemble, la formule ne relève pas seulement d'une figure de style, l'hyperbole, mais elle dit quelque chose de l'intense relation qui s'élabore à l'époque entre l'œuvre
et le spectateur. Sherman invoquait la transitivité de l'œuvre et l'engagement de la part du spectateur. Plus récemment, l'anthropologue Carlo Severi préfère parler de projection de la part du spectateur et de regard en retour du côté du portrait. Avant même d'interpréter l'image, d'en déchiffrer le sens, la projection implique, selon Severi, la mise en œuvre d'une disposition essentielle au jeu de l'illusion artistique, puisqu'il s'agit, je le cite, pour le spectateur du tableau, de devenir capable de traduire des indications statiques disposées sur une surface en indications de profondeur, douées d'un mouvement implicite. La forme poétique de l'épigramme concourt à ce travail de projection tout en la rendant manifeste. Cette capacité à scruter l'œuvre dans ses moindres détails, pour la mettre en mouvement, concerne d'ailleurs tout autant la sculpture que la peinture. Comme en témoigne un échange poétique assez célèbre entre Giovan Battista Strozzi et Michel-Ange au sujet de la nuit sculptée pour la sacristie à Nohant. Le premier, donc Strozzi, invite le spectateur à s'émerveiller du souffle de vie qui anime la sculpture. Elle est vivante, puisqu'endormie, réveille-la, si tu en doutes, elle te parlera, écrit-il. Michel-Ange entre alors dans son jeu pour intensifier la projection en faisant parler la nuit elle-même en première personne. Cher mais le sommeil et plus l'être de pierre, tant que la honte et le dommage durent, ne pas voir ni ouïr mes grands bonheurs, ne m'éveille pas de grâce par le bas. La statue dont le réveil, ici même le regard, on pourrait dire, se fait attendre, n'en continue pas moins de subjuguer. Dans son recueil des marbres, je l'ai pas ici, bon, c'est pas grave. Dans son recueil des marbres, Anton Francesco Doni, donc ça c'est I Marmi, c'est un ouvrage qui date de 1552, Doni fait témoigner l'autre sculpture qui lui fait face dans la Sagrestia Nuova, l'Aurore, au sujet du pouvoir de fascination qu'elle partage avec sa sœur, la nuit. Selon ses mots, pour rompre l'extase de sa contemplation, l'extase dans laquelle sa contemplation avait plongé un spectateur, Michel-Ange aurait été contraint de réveiller la nuit d'un coup de ciseau. Par cette légende, Doni explique le repentir du bras gauche et renverse la pointe du poème initial de Strozzi. Il n'appartient plus au spectateur d'éveiller la nuit, mais à la et à l'œuvre elle-même de le tirer, de le sortir de l'hypnose dans laquelle la contemplation l'a plongé. Méduse moderne, l'œuvre semble d'autant plus vivante et incarnée que le spectateur se fige devant elle, plus immobile à son tour et froid qu'une statue. Dans son commentaire au banquet de Platon, le fameux De Amore paru en 1469, Marcille Ficin décrit ce charme par lequel l'éclat du beau, en général, sinon celui des œuvres d'art, nous assujettit. La splendeur, c'est le concept qu'il emploie, la splendeur transforme, je le cite, en statue divine. En latin, c'est le simulacrum, le simulacre, en statue divine, l'être qu'elle investit de sa beauté. Mieux, elle immobilise et statufie en retour l'amant qui la contemple. Par la splendeur du sensible, Eros, l'amour magicien, relie les âmes et les élève jusqu'à Dieu. Artistes et poètes s'empareront de ce que Chastel appelle son esthétique implicite, l'esthétique implicite de Ficin. En accédant à ce que Vasari nomme le style moderne, ils deviennent les principaux acteurs de cette magie érotique qui anime et traverse le cosmos de part en part. Comme le proclame Léonard, le peintre, je cite, doit se mettre à la place de l'esprit de la nature. Il doit se mettre à la place de l'esprit de la nature, entrer dans les raisons de son mouvement perpétuel, épouser ses métamorphoses. Dès lors, la théorie de la splendeur investit de manière privilégiée le champ de l'art, mais de manière sans doute plus problématique, en revanche, s'efface une distinction
tracée par Fissin dans le De Amore entre la notion de splendeur et celle que j'emploie depuis le début de cette intervention, celle de fascination. La notion de splendeur et de fascination qui distingue, mais cette frontière tend à se brouiller dans l'usage qui en est fait par les poètes puis par les artistes. Donc la fascination étant définie par Fissin comme un rayonnement optique corrompu par le sang, c'est au livre 7 du De Amore, possédé par le sang d'un autre qui a parcouru le rayon optique. L'homme fasciné est littéralement aliéné. Loin de s'élever par la contemplation, il est obsédé par le désir, abaissé, réduit à un état bestial. La splendeur éblouissante tient l'amant en respect, le statufie, elle le tient en respect, tandis que la fascination, liée au rougeoiement du regard, réclame l'étreinte charnelle et sexuelle. On se souvient, ambiguïté donc, des yeux limpides, c'est le propos de Vasari, de la Joconde, cernés de nuances rougeâtres. Entre la vision distanciée, purifiée par la splendeur, et la vision brouillée, corrompue par la fascination, une tension s'instaure dans le jeu qui unit le spectateur à l'œuvre, en lui assignant une certaine place. Pour que l'effet de vie prenne, il faut se trouver une juste place, une distance par rapport à l'œuvre, ou en l'invitant à se déplacer, à détailler le tableau, à tourner autour de la sculpture, à caresser l'œuvre du regard, voire de la main, et à engager un dialogue fictif avec elle. Dans le mythe de la Renaissance, André Chastel évoque le démonisme du regard par lequel le portrait moderne s'adresse directement au spectateur. Je cite, « Ce qu'on peut appeler le démonisme du regard est assez analogue, du point de vue physiognomonique, à l'attraction du point de fuite qui creuse irrésistiblement l'espace pour les yeux du spectateur. » Une forme d'aimantation par le tableau. Sévéry commente ce passage en concluant à l'intuition d'un lien opéré par le regard entre le sujet de la représentation, ainsi animé, son destinataire et l'auteur, l'artiste. Une formule italienne en usage au XVe siècle déjà nous met sur la voie de ce lien, cette fois-ci entre l'artiste et son œuvre. Formule fameuse, « Ogni dipintore dipinge se » tout peintre se peint lui-même. Une œuvre d'art ressemble inévitablement à son auteur, nous dit Arras, Daniel Arras, qui commente cette formule. On l'y reconnaît à cette manière qui est la marque caractéristique de l'artiste, la trace de sa main. Marcille Fissin est sans doute le premier à donner une formulation philosophique de cet adage. Robert Klein parle même de la doctrine de l'expression artistique propre à Marcille Fissin. Je vous cite un passage de la théologie platonicienne. Sans aucun doute, dit Fissin, les œuvres de l'artiste qui s'adressent à la vue et à l'ouïe révèlent presque tout entier le génie de l'artiste. Dans les peintures et les édifices, le dessin et l'habileté de l'artiste sont visibles. On y aperçoit en outre la disposition et en quelque sorte la figure de l'âme elle-même, car dans les ouvrages de ce genre, l'intelligence s'exprime et se représente comme le visage d'un homme qui, se regardant dans un miroir, se reflète sur le miroir. Selon Fissin, donc, les œuvres d'art constituent les miroirs de l'esprit de l'artiste qui s'y contemple en les produisant, des miroirs spirituels. La peinture, la sculpture, l'architecture sont ainsi intégrées aux activités libérales. La formule en elle-même n'est pas tout à fait neuve, comme le rappelle Arras, puisque l'idée d'un air de ressemblance entre l'artiste et son œuvre, on la trouve déjà au sujet de l'œuvre littéraire chez Pétrarque. L'œuvre littéraire est alors envisagée dans ses lettres familières. Je ne vais pas lire le passage ici. Voilà. Donc on la trouve déjà chez Pétrarque, mais en un sens, Fissin l'étend à l'ensemble des arts, notamment aux arts visuels et à la musique. Dans son traité de peinture, en revanche, Léonard de Vinci envisage cette formule, Ogni dipintore dipinge se, en un sens plus littéral, et il condamne les effets pervers de cette reproduction mécanique, incontrôlée de soi-même. L'automimésis du peintre dans son œuvre relève, selon lui, je ne vous lis pas non plus le passage, mais je vous le donne ici à parcourir du regard,
relève d'une erreur de jugement, ce qu'il appelle une erreur de jugement, qu'il faut à tout prix corriger si on veut, au contraire, pouvoir épouser l'esprit même de la nature. Il s'agit de lutter contre la force qui a conçu la forme même du corps de l'artiste, selon le commentaire de Scandon Severi, et donc de remonter le cours de cette formation pour pouvoir régler soi-même le jugement et la main. De Fissin à Vasari, cependant, la manière, et en particulier la manière moderne, possède une acception autrement positive, qui a partie liée chez Fissin avec la notion ancienne, depuis Platon, de furor divinus, de fureur divine, et chez Vasari, de furore ou d'ingegno, de génie, notion qui sera promise à un grand succès qu'on lui connaît. Comment la manière moderne transparaît-elle dans l'œuvre de l'artiste? Dans l'ouvrage que lui consacre à la trace de l'artiste, donc à cette question de la manière, David Rosante, l'historien s'intéresse pour sa part au coup de pinceau, à la trace du coup de pinceau du Titien, caractéristique de sa dernière manière, chargée d'empattement. Je choisirai pour ma part de me concentrer sur le cas du non finito, c'est le dernier exemple que je vous donnerai, qui permet d'éclairer, selon moi, et d'exemplifier ce que Vasari entend notamment par spirito di prontezza, esprit de vivacité ou aisance. Dans le même temps, ce non finito, cet inachèvement, pose problème à Vasari, puisqu'il fait de Michel-Ange, qui est son héros, il fait de Michel-Ange son héros, et vous vous en souvenez, Vasari célèbre en même temps la cadence de production accélérée propre à la modernité, apte à produire des œuvres en tout point achevées et finies. Dès l'édition des Vies de 1550, donc, Vasari interprète le non finito des sculptures de Michel-Ange, à commencer par le Saint Matthieu, comme le signe du génie de l'artiste, ou plus précisément comme l'indice matériel de sa fureur créatrice, l'empreinte encore chaude de son inspiration. À ses yeux, le non finito ne constitue donc pas l'écueil d'une impuissance ou d'une versatilité expérimentale, comme c'était le cas pour Léonard, mais, comme l'écrit Paola Barocchi, une preuve a contrario de perfection stylistique. Je la cite pour cette formule très ramassée, une preuve a contrario de perfection stylistique. On peut ici se référer à cet autre passage pour comprendre l'interprétation que Barocchi fait du texte de Vasari, qui porte sur une autre œuvre inachevée de Michel-Ange. L'insatisfaction devient source inépuisable du dépassement de soi. A fortiori, un modèle pour quiconque s'intéresse à son processus, au processus de création qui est celui de Michel-Ange. Modèle inimitable cependant, car le non finito implique non seulement une méthode risquée, virtuose mais risquée, puisque il s'agit de faire surgir les éléments les plus saillants de la sculpture. La métaphore de Vasari est comme si elles émergeaient d'un plan d'eau, mais sans en passer par le biseautage traditionnel et géométrique du volume. Mais le non finito relève également et plus profondément d'un défi personnel, d'ordre éthique, et d'un processus, je cite ici un autre historien d'art, David Summers, un processus d'autoréalisation, on pourrait dire une ascèse pour Michel-Ange, un processus d'autoréalisation, où le salut de l'âme passe par la réalisation, toujours perfectible, de l'œuvre, d'une œuvre. Plus que le modelage, donc, le modelage de l'argile, la taille du marbre, exige aux yeux de l'artiste lui-même l'acuité du jugement, capable d'unir l'intellect à la main. Et David Summers met ainsi l'accent sur la constante maturation de l'idée à travers l'acte même de sculpter, the process of making. C'est une figure puissamment, je le cite, variée, vivante et furieuse, qui est achevée par la constante interaction de la main et de l'œil qui juge. Ainsi, l'incomplétude du non finito contribue à l'animation potentielle de l'œuvre, à ce palais de vivre qui intéressait Vasari, en sollicitant le regard du spectateur engagé. Alors, à la fin du XVIe siècle, Francesco Bocchi
verra dans Les Esclaves inachevés de Michel-Ange, une fois insérés dans la grotte de Buontalenti, des corps métamorphiques, en train d'émerger de la rocaille et de prendre vie, telles les pierres semées par Deucalion et Pyrrha. Selon André Chastel, cette justification de la forme esquissée, abbozzata, esquissée, caractérise déjà la haute Renaissance. Elle contribue en effet à ce semblant de vie, emblématique de la manière moderne, selon Vasari. Non sans paradoxe, donc, le non finito de Michel-Ange procède de cette licence dans la règle qui porte l'art à son point de perfection. Donc je conclurai brièvement sur cette paradoxale perfection de l'œuvre inachevée qui signe les œuvres phares de la modernité dans la troisième période dessinée par Vasari. L'incomplétude qu'elle passe par le regard du portrait, les exemples que j'ai donnés, le regard du portrait, le sommeil de la statue, l'expressivité de la touche ou bien l'expressivité du non finito, s'avère nécessaire au jeu de l'imagination, que Séveri nomme projection, et qui constitue, selon la belle expression de Daniel Arras, le piège lucide de la relation artistique, lucido inganno, piège lucide de la relation artistique. Je vous remercie pour votre attention.